Au moins 12 personnes sont mortes, une vingtaine d'autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mardi soir dans la zone de Fonds parisien au nord-est de Port-au-Prince. L'accident, qui s'est produit en début de soirée, est dû à un excès de vitesse et à la surcharge du véhicule, a déclaré le commissaire de police Will Dimanche, directeur du service de la circulation des véhicules. L'officier de police a expliqué que le véhicule qui transportait passagers et marchandises a percuté un camion avant de chavirer et selon le responsable de la police, 12 personnes sont mortes, 21 autres sont blessées, dont 13 grièvement. Les victimes sont de petits commerçants qui se trouvaient à bord d'un véhicule transportant une trentaine de personnes et de marchandises avec des produits alimentaires destinés au marché de Port-au-Prince. Pas moins de 25 individus ont été appréhendés par la police de Pétionville en moins d'une semaine. Ces jeunes sont accusés de braquage de magasins, de vol à main armée, d'association de malfaiteurs, des armes à feu et d'autres matériels ont été également saisis. Selon le responsable du commissariat de Pétionville, Tano Patrick Rosarion, l'insécurité prend une autre forme dans sa commune. Toutefois, l'inspecteur divisionnaire s'est dit déterminé à contrecarrer les délinquants et sollicite la collaboration de la justice. Depuis quelque temps, Pétionville fait face à une vague d'insécurité. Braquages, meurtres et vols à main armée se multiplient. Les bandits semblent avoir délaissé leur zone de prédilection, à savoir le bas de la ville, pour partir à la conquête de la cité de Pétion. Une proie apparemment facile. Un nouveau champ d'intervention pour les malfrats qui ont développé de nouvelles stratégies. L'inspecteur Rosarian, responsable de la police à Pétionville, exhorte en ce sens les responsables d'entreprises à plus de vigilance et promet que la police va revoir ses plans. Nous avons 7 cas côté moun yo attendent que magasin fermé, yo arrangé pour retourner dans magasin et puis pour magasin fermé avec yo et puis le soir pour casser magasin. C'est surtout ça m'a demandé commerçants yo. Leur fermer magasin yo, contrôler tout côté dans magasin si pas gen moun qui rete de façon à ce que pas fermer moun yo avec dans magasin pour pas casser le soir. Les enfants de rue sont un autre sujet de préoccupation majeure pour la police. Déjà très vulnérables, ces derniers se laissent facilement entraîner dans des actes de banditisme, alors que, protégés par certaines lois, les possibilités d'action de la police à leur encontre sont limitées, se plaint le responsable du commissariat. Non, la loi fait une obligation que nous ne pouvons pas traiter au même genre avec de grands criminels, des adultes. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, nous ne pouvons pas arrêter tout. Même si nous arrêtons, nous ne pouvons pas camber en garde à vue. Donc ça veut dire que son gros problème, et le problème ne pas dépendre de nous seulement. Nous avons une brigade des mineurs qui pourront entrer en jeu, nous ne pouvons pas l'autre instance. C'est eux même que adultes utilisés pour faire passer dans tout ça. Résoudre le problème de l'insécurité requiert également une implication et une franche collaboration de la justice, souligne l'inspecteur Rosarian. Notons que selon un rapport de l'ambassade des États-Unis en Haïti, l'insécurité dans le pays connaît actuellement un pic. Le nouveau DG de la PNH, Godson Aurelius, a annoncé le lancement prochain de l'opération Dragon 2 qui doit apporter une réponse aux actes de banditisme, surtout dans la capitale. L'occupation anarchique des trottoirs par des petits commerçants devient une source d'inquiétude pour les usagers de la voie publique. Les piétons, ainsi que les automobilistes notamment, déplorent la présence de marchandises et de tréteaux sur la chaussée, ce qui, selon eux, gêne considérablement la circulation. Quand les marchands et marchandes envahissent tous les trottoirs des rues de la capitale et les transforment en marché, l'on se demande si les autorités ne sont pas dépassées par les événements. Les piétons n'ont plus d'espace pour circuler et les automobilistes ont du mal à se garer. Une capitale où tout est sens dessus-dessous. Des motocyclistes ça et là et des trottoirs qui se transforment en étalage de marchandises. Rien pour attirer le regard des touristes, du désordre à n'en plus finir. L'occupation des trottoirs par les marchands n'est pas un phénomène nouveau, mais s'amplifie depuis quelques années. Une situation à laquelle les autorités n'apportent que des réponses ponctuelles, ce qui représente une source de préoccupation pour les Port-au-Prinçiens. Un groupe de députés favorables à la mise en place du Conseil électoral permanent réclame la tenue d'une Assemblée nationale en vue de permettre au Parlement de fixer une fois pour toutes sa position officielle en ce qui concerne le dossier du CEP. Ces parlementaires, qui se sont entretenus avec le président au Palais national en début de semaine, se disent préoccupés par la lenteur affichée par le Parlement dans le cadre de la formation de l'organisme électoral.
Un dénouement à la crise née du processus de formation du Conseil électoral permanent, c'est ce qu'appelle de ses vœux un groupe composé d'une 50aine de députés. Ces élus s'étaient réunis au Palais national en début de semaine avec le président Martelly, confirme le député de Mirebalais, Abel Descollines, membre de cette majorité fonctionnelle qui se met en place au Parlement. Aujourd'hui, c'est de manière isolée que certains sénateurs et députés font valoir leur position pour ou contre la formation d'un organisme électoral permanent. Le nouveau bloc majoritaire à la Chambre basse réclame une Assemblée nationale où les parlementaires pourront exprimer une fois pour toutes la position institutionnelle du corps législatif sur le dossier du CEP, nous dit Abel Descollines. Nous entendons faire une résolution, nous entendons proposer à l'appréciation de l'Assemblée des députés et éventuellement les sénateurs de la République, point qui gagne rapport avec désignation 3 représentants pouvoir législatif dans KEPA est capable à l'ordre du jour. La position institutionnelle du Parlement haïtien quant à ce dossier, personne ne pas connaît. Faudrait-il que procédure, constitution et règlement intérieur, Sénat, Chambre des députés à tracer, faut que c'est lui pour nous suivre. Pour que le Parlement l'y prend de position, c'est soit à travers des résolutions ou à travers un débat qui a sorti d'un vote, soit une majorité qui décidait ou bien gagner une minorité qui pas accepté. Des informations persistantes laissent entendre que cette majorité fonctionnelle s'apprête à procéder au choix de 2 des 3 représentants du Parlement au CEP sans l'aval du Sénat, le tout sur fond d'accusation de corruption. La réponse du député Abel Descollines. C'est de la désinformation, c'est une forme de dénigrement par rapport à des hommes et des femmes d'État qui ont préoccupation et qui croient que c'est important pour que nous soutenions un passe-là et qui décident eux-mêmes chercher une harmonisation avec de l'autre pouvoir constitué de l'État. Rappelons que par 2 fois au cours du mois d'août, le chef de l'État avait rencontré les sénateurs à propos du dossier du CEP. Rien de concluant n'était sorti des discussions. Ces entretiens avec les députés permettront-ils d'obtenir plus de résultats? Haïti s'était bien préparé au passage de la tempête tropicale Isaac. C'est ce qu'a indiqué la chef de l'unité de gestion des risques au PNUD, Mme Fenella Frost, qui estime que le faible nombre de victimes est là pour le prouver. Mme Frost insiste cependant sur le fait qu'il est important de poursuivre les programmes de réduction des risques et désastres ainsi que la sensibilisation de la population. Il y a 12 ans, il n'y avait pas de direction de protection civile. Et en fait, au début, il n'y avait que 3 personnes. Et donc maintenant, quand on voit ce système qui est étendu, pas seulement sur le niveau central, mais aussi étendu sur le niveau territorial, je pense que c'est extrêmement impressionnant de voir le parcours qui a été fait. Donc c'est grâce, bien sûr, en premier lieu, aux efforts du gouvernement haïtien et je pense la volonté et la dédication des cadres qui travaillent dans la direction de la protection civile, par exemple Mme Jean-Baptiste, la directrice. Mais je pense que c'est aussi grâce à des partenaires de longue date comme le PNUD, l'Union européenne, mais bien sûr aussi d'autres partenaires comme la Banque mondiale et la Croix-Rouge, qui ont reconnu que le désastre, ce n'est pas quelque chose qui a lieu d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qu'on peut prévenir. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avant. Donc, je pense que si on voit cet appui de longue durée, on peut voir des changements très importants. Mais ce qu'il faut qu'on dise, qu'on n'est pas à la bout de la ligne. Il faut continuer cet appui. À la fois, il faut continuer l'appui à la direction de la protection civile et le système de préparation et réponse. Mais je pense que c'est aussi très important de ne pas oublier qu'on peut faire des choses aussi pour réduire les risques. Donc, ça veut dire que finalement, si on a un cyclone futur et on n'a par exemple pas de déchets dans les ravines, on va avoir beaucoup moins d'impact quand les pluies vont tomber. Donc, je pense que c'est très important à la fois de continuer cet appui stratégique et technique aux institutions étatiques, mais aussi aux organisations haïtiennes,
mais aussi ne pas oublier que chaque acteur en Haïti peut faire quelque chose de pratique, que ce soit la petite fille dans l'école ou le Premier ministre. Chaque personne, chaque acteur peut jouer son rôle pour réduire les risques ici en Haïti. L'Union européenne va poursuivre ses programmes d'appui pour réduire le nombre de victimes en cas de catastrophe. C'est ce qu'a annoncé Daniel Ureña, responsable du service humanitaire pour l'Union européenne. Monsieur Ureña insiste sur l'importance de la sensibilisation auprès de la population qui, selon lui, devrait être un travail à long terme. Nous, on pense pas en saison cyclonique, on pense toute l'année. Parce qu'on parle souvent de la saison cyclonique, mais les pires catastrophes qu'on ait eues en Haïti ces dernières années étaient en dehors de la saison cyclonique ou étaient créées par des phénomènes qui n'étaient pas des cyclones, comme les inondations à Gonaïves ou à Mapou et Fontvérec. Donc pour nous, c'est très important de réfléchir sur cette préparation sur le long terme, non seulement pendant cette période, mais sur toute l'année. Nous, on appuie depuis 1998, on est là pour appuyer des programmes, justement, comme Fenella disait, de sensibilisation au public, de formation. On est toujours là et on n'a jamais arrêté de financer des projets. C'est vrai que depuis le tremblement de terre, on a eu la chance de pouvoir avoir plus de financement pour faire beaucoup plus d'actions au niveau national. Donc on est en cours et l'année prochaine on va continuer. Je pense que c'est important parce que souvent on oublie quand on parle par exemple d'alerte météo. On parle souvent d'alerte météo, on voit pour les cyclones, mais en Haïti on n'a pas un radar Doppler qui puisse nous permettre de mesurer les pluies qui arrivent. Donc comment on arrive à adapter en Haïti cette situation, à faire face à cette situation. On sait qu'on ne pourrait pas acheter 2 radars, 3 radars et les mettre dans le pays. Donc, comment on fait avec la population pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a des informations qui arrivent, quand est-ce qu'il faut qu'elle évacue, quand est-ce qu'il faut qu'elle se protège et comment on sensibilise beaucoup plus les gens et les autorités locales à elles-mêmes se prendre en charge et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une annonce de cyclone, par exemple, et ne pas simplement attendre qu'on vienne leur dire « il faut que vous évacuez, il faut que vous fassiez ceci », mais qu'ils prennent l'initiative directement. Et c'est vrai que c'est un travail de longue durée. J'entends souvent de mon côté les organisations se plaindre qu'elles ont fait des formations avec les autorités locales, mais le maire il a changé. Pour moi, c'est un processus normal. On est dans une démocratie où il y a un changement au niveau des autorités locales. Et donc ce processus, souvent on l'oublie, que c'est continuel. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un moment donné, qu'on a fait des formations, qu'on est intervenu, que c'est fini. C'est un processus qui doit continuer sur le long terme.